L'amiral Voraz se tenait au centre de la passerelle du commandement de la flotte impériale, les yeux rivés sur la carte holographique flottant au-dessus de la table tactique. Il ne clignait pas des yeux. Aucun d'eux ne le faisait. Autour de lui, officiers décorés et analystes chuchotaient nerveusement, comme si parler trop fort risquait d'attirer l'attention du vaisseau inconnu. « Distance », demanda-t-il, la voix tendue. « Distance », demanda-t-il, la voix tendue. « 62 000 clics depuis le périmètre central », répondit l'officier détecteur. Antenne frémissante de malaise. Mais se rapprochant rapidement, monsieur, il ne décélère pas. Voraz se tourna vers le technicien. Vous voulez dire qu'il s'approche à des vitesses interstellaires et qu'il n'a pas initié de procédure de freinage. Pas de freinage, pas de communication, pas de signature, pas de marqueur d'origine. Il est juste apparu. La bouche de l'amiral s'est asséchée. C'était impossible. Chaque vaisseau de la galaxie connue avait sa signature codée dès son lancement. La loi de l'Empire l'exigeait. Même les pirates avaient assez de bon sens pour falsifier les signatures s'ils voulaient passer inaperçus. Mais celui-ci, ce vaisseau ne falsifiait rien. Il était vide, comme si les étoiles se courbaient autour de sa coque et refusaient de prononcer son nom. « Visuel », demanda-t-il. L'écran clignota et, l'espace d'un instant, le silence s'abattit sur tout le centre de commandement. Il était élégant. Non pas avec le style ornemental et surdimensionné des navires de guerre impériaux, mais avec la simplicité déterminée et terrifiante d'un appareil conçu pour une seule fonction. Sa coque était d'un noir mat, si sombre qu'elle en faisait presque mal à la vue. Il planait comme s'il n'obéissait pas aux lois de la physique, sillonnant le sous-espace comme si l'espace lui-même s'était ouvert par respect ou par peur. « C'est humain », murmura quelqu'un. Le mot flottait dans l'air. « Humain ». Les terriens, les fantômes du conflit d'Orion. La race que tout le monde croyait éteinte. Ils avaient disparu il y a 100 ans. Après la guerre, après la bataille de Djara, après que l'Empire eut brûlé l'atmosphère terrestre et empoisonné ses colonies, proclamant sa victoire sur une espèce qui avait osé résister, les archives officielles indiquaient que le dernier vaisseau terrien s'était autodétruit plutôt que d'être capturé. C'était il y a un siècle. Et maintenant, ça... Voraz se tourna vers son officier de communication. Une tentative de contact. Sur tous les canaux, aucune réponse. Mais quoi? L'officier était pâle, une bizarrerie pour une espèce à la peau verte. « Monsieur, ça transmet, mais pas dans notre langue. C'est le standard terrien. » Ils le fixèrent tous du regard. « Traduisez. » Il y eut un long silence avant qu'une voix mécanique ne résonne dans la passerelle, froide et impassible. « Vous nous avez effacés. Vous avez réduit nos enfants au silence. Maintenant, nous nous souvenons. Maintenant, nous revenons. » Chaque être présent dans la pièce le ressentait. Ce sentiment insidieux, ce frisson de savoir que l'univers s'agrandissait et s'assombrissait. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Voraz saisit le côté de la console. Déclencher les escadrons de défense, activer les boucliers planétaires, alerter le Haut Conseil. Une autre voix les interrompit, une voix qu'ils n'avaient pas autorisée. La transmission traversa leur système crypté comme du beurre. C'était à nouveau humain, mais cette fois, ça ne semblait pas avoir été traité par une machine.
On sentait la colère. Ici, le SV Vengeance. Plus d'avertissements. Reposez-vous ou soyez démantelés. La communication prit fin. Le silence retomba. Puis l'officier des capteurs croissa. Ça accélère. La panique s'empara de lui. Voraz sentit son cœur bondir. Aucun vaisseau ne devrait pouvoir accélérer ainsi. Pas à ces vitesses. Pas si près d'un système majeur. Mais celui-ci enfreignait toutes les règles de l'espace connu. L'un des analystes juniors hurla. « Il a juste contourné nos canons périphériques. Monsieur, ils n'ont même pas tiré. L'IA refuse de le cibler. » Quoi? Ils disent que ce n'est pas un ennemi reconnu. Ils disent que le vaisseau n'existe pas. Ils ne peuvent pas le verrouiller. L'amiral fixa l'écran. Le vaisseau fantôme n'était plus qu'à un saut de Corvallis Prime, la planète capitale de l'Empire. Il se pencha en avant, le poids de la réalisation s'abattant sur lui. « Ils sont de retour, murmura-t-il. Les terriens sont de retour. » Des alarmes retentirent dans les couloirs de l'anneau de défense orbitale de Corvallis Prime. 1 millier de sirènes résonnèrent à travers l'acier et la pierre, signalant l'impensable. Une brèche imminente. Les officiers se précipitèrent vers leur poste de combat. Les drones de la flotte s'illuminèrent un temps rouge. Et les civils, inconscients quelques instants auparavant, levaient maintenant les yeux vers le ciel, tandis que les boucliers planétaires commençaient à scintiller. Dans la salle de panique du Haut Conseil, la chancelière Meru frappa du poing l'accoudoir de son trône. Un seul vaisseau terrien, et vous me dites qu'il a contourné 5 flottes, 3 anneaux de défense et tout le périmètre extérieur en moins de 2 heures. Le général Talik, une brute à la peau tannée, dont la veste était ornée de médailles de bataille, s'inclina légèrement. « Chancelier, nous ne comprenons pas comment. Nos systèmes de contrôle de tir IA ne reconnaissent même pas le vaisseau comme une cible. C'est comme s'il était invisible. Techniquement parlant, il n'est pas là. Et pourtant, rétorqua-t-elle, il est bien là. » Il ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Que l'Empire, malgré toute sa puissance et ses siècles de domination, faisait maintenant face à un ennemi qu'il ne savait même pas percevoir. Un autre conseiller, pâle et tremblant, prit la parole derrière un bloc de données. « Madame, il y a autre chose. Nous venons de recevoir une transmission de notre coffre-fort des archives profondes. Elle n'a pas été envoyée depuis le vaisseau terrien, mais elle s'est activée dès son arrivée à portée du système. » Meru haussa un sourcil. « Archives profondes. Elles ne sont même pas connectées au réseau. »« Je sais, » chuchota le conseiller. « Mais celle-ci, celle-là, avait une porte dérobée terrienne. Nous pensons qu'elle a été intégrée pendant le conflit Jara et qu'elle est restée inactive pendant 88 ans. » Elle le fixa du regard. « Et que dit cette transmission ?» Il hésita. « C'est un enregistrement vocal, celui d'un humain, un capitaine nommé. » Il baissa les yeux. « Le capitaine Rourke. » Le silence s'installa dans la salle. Le chancelier Meru se rassit, stupéfait. Ce nom était infâme, celui d'un criminel de guerre dans les archives de l'Empire, un commandant naval humain qui avait orchestré de multiples frappes contre des avant-postes impériaux pendant la guerre. Il l'avait officiellement déclaré mort après Zara, un autre fantôme. « Joue-la, » exigea-t-elle. La pièce se remplit de parasites, puis une voix grave, humaine, calme et lente. « À l'Empire, tu nous as appris que la pitié était une faiblesse. Tu nous as appris que le silence était synonyme de sécurité. Tu as brûlé nos cieux.
enterrer nos villes. Nous sommes ce que tu as fait de nous. Un silence. Ce message s'adresse à celle qui a appuyé sur le bouton. Chancelière Mérou de l'ascendance Vali, nous nous souvenons de votre visage. Tout le monde se tourna vers elle. La bouche de la chancelière trembla l'espace d'une seconde. Elle était alors officier subalterne, lorsqu'elle autorisa le largage de la dernière bombe Radiance sur l'hémisphère supérieur de la Terre. Elle se dit que c'était la seule option, que les Terriens les auraient anéantis s'ils n'avaient pas frappé les premiers. « J'obéissais aux ordres », murmura-t-elle. Le général Talik la regarda, il s'en fichait. Soudain, tous les voyants du système clignotèrent en rouge. Une voix différente, mécanique et froide, parla dans leur système de communication. Un officier, mécanique et froid, parla dans leur système de communication. Réseau de défense principal compromis, secteur 0 percé, boucliers extérieurs désactivés, atterrissage non autorisé détecté sur le pont supérieur de la Flèche. Talek aboya. Quoi? Comment? Un autre officier fit irruption, haletant. Madame, il y a quelque chose sur la planète. Le vaisseau terrien déploya quelque chose. Un petit objet. Il descendit rapidement, directement dans l'atmosphère, sans déclencher d'alarme. On ne l'a même pas vu. Où est-il maintenant? À la flèche supérieure. Il marche. Marche, répéta Mérou. Ce n'est pas organique, chancelier. C'est une machine ou une combinaison, une sorte d'unité de largage terrienne, entièrement autonome. Ça a l'air vieux, mais ça fend la garde impériale comme un clou. Ils ont récupéré des images en direct des caméras de sécurité. Au début, tout ce qu'ils ont vu, c'était une image floue. Puis, la situation se résuma. Une silhouette noire, humanoïde, mesurant près de 3 mètres de haut, son armure déchiquetée et brûlée. Elle se déplaçait avec une détermination terrifiante, et partout où elle allait, l'alimentation était coupée quelques secondes plus tard. Sur sa poitrine, 2 lettres blanches brillaient encore faiblement à travers les cicatrices. SV. Le nom du vaisseau, murmura Mérou. SV Vengeance. Puis la silhouette s'arrêta dans le couloir et regarda droit dans la caméra de sécurité la plus proche. Une voix retentit à nouveau, différente cette fois, moins diffuse, plus directe. « Chancelier Mérou, vous avez enterré ma famille. Je suis venu vous rendre l'appareil. » Puis, la transmission s'éteignit. Pour la première fois depuis 50 ans, l'Empire réalisait ce qu'était réellement la peur. Les lumières d'urgence baignaient le couloir d'une lueur rouge intense, pulsant comme un lent battement de cœur. Chaque éclair révélait un carnage plus profond. Les soldats impériaux, certains vaporisés, d'autres froissés dans leurs armures, gisaient éparpillés comme des poupées brisées. Le bruit du métal sur le métal résonnait sur le sol de marbre, tandis que la machine terrienne avançait pas à pas. Ce n'était pas rapide, ce n'était pas nécessaire. C'était la mort sur pattes, et la mort n'avait pas besoin de se précipiter. La chancelière Mérou avait été évacuée vers le coffre-fort intérieur, le bunker le plus sécurisé de Corvallis Prime. 10 mètres de murs renforcés en neutronium, une grille de défense dotée de son propre noyau énergétique interne. Personne n'y avait réussi depuis 600 ans, mais elle ne se sentait pas en sécurité.
Le général Talik se tenait près de l'interface principale du coffre, aboyant des ordres. Verrouiller tous les puits de service, réinitialiser toutes les alimentations auxiliaires des contre-mesures internes, déployer la garde de fer. Tous. Un assistant balbutia. Tout, monsieur. La garde de fer n'est pas complètement activée et... Peu importe. Réveillez-les. La voix de Talek se brisa lorsqu'il frappa du poing la console de contrôle. La sueur perlait de ses tempes, et même ses traits durcis ne pouvaient dissimuler la terreur qui le rongeait. Il avait vu la guerre. Il avait mené le bombardement de 9 planètes rebelles. Il avait brisé des sièges, écrasé des soulèvements, réduit des espèces entières à l'état de notes de bas de page. Mais là, c'était différent. Les images qu'ils avaient y visionnées, le peu qu'il en restait, montraient que rien ne ralentissait l'unité terrienne. Il ignora les tirs de blaster, traversa les champs de force et fit fondre le titane à main nue. « Où est la vengeance maintenant ?» demanda Meru derrière lui. Talik ne répondit pas tout de suite. Il fixa le bloc de données, attendant une mise à jour. Enfin, une nouvelle carte se chargea. Le point rouge se trouvait à l'intérieur du périmètre du palais. 2 étages plus bas, dit-il doucement. La chancelière déglutit difficilement. Il me traque, n'est-ce pas? Talek la regarda, l'air indéchiffrable. Il n'est pas seulement là pour se venger. Il fait une déclaration. À qui? À tout le monde, murmura-t-il. À la galaxie. Une alarme stridente retentit, puis une voix, robotique mais paniquée, un système artificiel auquel ils avaient tous confiance, parla d'une voix saccadée. Présence non autorisée, détectée. Des machines de sécurité du coffre supérieur, chacune forgée dans les laboratoires militaires les plus sombres de l'Empire. Elles n'avaient ni cœur ni esprit, seulement des protocoles de destruction. Elles avaient été créées pour la guerre, pour raser les villes en cas d'échec diplomatique. Chacune coûtait plus cher qu'un vaisseau de classe destroyer. Elles étaient le dernier recours de l'Empire. Et ils pointèrent tous le doigt vers le couloir, où l'intrus terrien allait bientôt arriver. À l'intérieur du coffre, l'atmosphère était suffocante. Le bourdonnement du courant qui alimentait le dispositif défensif faisait vibrer le sol. Meru fixait la porte, les bras tremblants. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. « Ils sont censés être éteints. »« Ils se sont adaptés, » dit Talik. « C'est toujours le cas. » Tu te souviens de ce qu'on disait à l'époque? Le vieux dicton pendant la guerre? Meru hocha lentement la tête. Les terriens se brisent, mais ils apprennent d'abord à te briser. Meru hocha lentement la tête. Les terriens se brisent, mais ils apprennent d'abord à te briser. Soudain, les lumières dehors s'éteignirent sans s'éteindre, sans vaciller. Ils moururent hôtes, obscurité totale. Et puis, le faible bruit lointain de bottes métalliques sur la pierre. Cliquetis, cliquetis, cliquetis. Un garde de fer ouvrit le feuilleton, sentant un mouvement. Des éclairs de plasma dévalèrent le couloir, puis quelque chose revint en réponse. Rapide, tranchant. C'était la tête du garde de fer. Les 11 autres ouvrirent le feu immédiatement. Leur énergie combinée pouvait transpercer la croûte lunaire. Puis le silence. Plus de cris, plus de bruit de combat, juste le silence. Les secondes s'écoulèrent. Puis un bruit retentit, quelque chose qui traînait. L'un des gardes, le dernier, apparut.
sa carcasse écrasée comme une bombe aérosol implosée. Quelque chose avait déchiré son armure, comme du papier. Son œil rouge et brillant vacilla une fois, puis s'éteignit. Une voix se fit entendre ensuite, calme, froide, humaine. Vous avez créé des dieux. Nous avons créé les tueurs de Dieu. La porte du coffre trembla. Meru recula instinctivement. Impossible de passer. Cette porte est impénétrable. Talek ne répondit pas. La porte se plia vers l'intérieur avec un grincement métallique. Talek ne répondit pas. La porte se plia vers l'intérieur avec un grincement métallique. Ni coupé, ni contourné. Ployé. Comme si quelque chose de l'autre côté appuyait avec une force énorme. Une nouvelle poussée, le mur se fissura. De la poussière tomba du plafond. Des cris résonnèrent dans les communications depuis les étages lointains. Des gardes abandonnant leur poste, des officiers implorant des navettes d'évacuation. Puis, soudain, la courbure cessa. Une nouvelle voix se fit entendre, pas par les haut-parleurs. Elle était dans son oreille, son implant, celui auquel seul le haut commandement avait accès. Vous avez détruit notre monde. Maintenant, nous allons vous montrer ce qu'un monde mort peut faire. Puis, l'IA du palais s'illumina avec une commande de neutralisation. Le SV Vengeance a lancé un protocole de blackout planétaire. Toute l'énergie de Corvallis Prime commença à s'éteindre. Boucliers, armes, communications et en orbite, un deuxième vaisseau terrien se dévoila. Au-dessus de Corvallis Prime, l'espace se déforma. Pendant quelques longues secondes silencieuses, on aurait dit une déchirure dans la réalité. Les étoiles se courbaient autour de la perturbation, la lumière hésitant avant de la toucher. Puis la cape tomba et le second vaisseau terrien apparut. Si le SV Vengeance était élégant et terrifiant dans sa simplicité, celui-ci était pire. Il était déchiqueté, balafré, presque cousu comme un objet reconstruit en désespoir de cause. Sa coque ne portait ni insigne ni nom, juste une longue ligne de symboles gravés sur le flanc, comme des marques de comptage. Des centaines, peut-être des milliers. Les officiers d'observation impériaux fixaient, incrédules, les données affluant sur leur console. Pas d'immatriculation, pas d'interface IA, composition de la coque inconnue, déplacement de masse inégal. Comment peut-il voler? Il ne vole pas, marmonna un autre officier. Il dérive comme s'il se fichait complètement de la physique. De quelle classe s'agit-il? Personne ne répondit. La base de données, c'était vide. Ce vaisseau n'était pas simplement non enregistré. Il avait été délibérément construit pour être impossible. L'un des officiers murmura ce qu'ils pensaient tous. Ce n'est pas un vaisseau, c'est un cimetière, avec des moteurs. De retour à la surface, dans l'obscurité de la chambre forte de la capitale, le chancelier Meru et le général Talik étaient figés. Les dernières lueurs de puissance auxiliaire, luttant pour survivre. L'éclairage de secours a été coupé, les communications ont été interrompues et la porte du coffre, autrefois invincible, ressemblait désormais à du papier face à la tempête qui frappait dehors. Puis le deuxième message est arrivé. Diffusé dans tout le système, sur chaque appareil, chaque écran, chaque implant neuronal. Votre empire est bâti sur des cendres. Nous sommes les braises que vous avez laissées derrière vous. Et maintenant, nous brûlons. Nous sommes les braises que vous avez laissées derrière vous. Et maintenant,
nous brûlons. Le deuxième vaisseau terrien ouvrit ses panneaux latéraux. Pas des armes, des capsules, des milliers. De petits vaisseaux en forme de cercueil filèrent dans le ciel, perçant l'atmosphère comme des météores. Certains percutèrent dans les océans, d'autres atterrirent dans les forêts, les villes et les montagnes. Chacun transportait quelque chose, quelqu'un, terrien, pas tous humains, plus maintenant, modifiés, endurcis, bâtis par la douleur, par le temps, par la guerre. Des hommes et des femmes qui avaient survécu à l'annihilation de la terre et reconstruit là où l'Empire n'avait jamais pensé à regarder, au plus profond de systèmes abandonnés, dans des habitats artificiels, cachés dans l'ombre des étoiles où l'Empire n'avait jamais pensé à regarder. Au plus profond de systèmes abandonnés, dans des habitats artificiels, cachés dans l'ombre d'étoiles que l'Empire considérait comme mortes. Ils avaient attendu un siècle. Maintenant, ils étaient là. À l'intérieur du coffre, la chancelière se tenait la tête. La transmission résonnait encore dans son esprit. Ils vont nous déchirer. Le général Talik faisait les 100 pas, la main sur son arme de poing. Nous les avons sous-estimés. Nous l'avons toujours fait. Nous pensions que les terriens étaient nés fragiles parce qu'ils saignaient facilement. Nous pensions que tuer leur monde était la fin. Ils étaient censés disparaître, murmura-t-elle. Non, dit Talik en se tournant vers elle, le regard sombre. Ils sont simplement devenus sauvages. Le caveau trembla de nouveau, cette fois non pas à cause d'une force extérieure, mais d'en bas. Des ondes de choc parcoururent le sol, des explosions, du genre à provoquer des brèches à la surface. Soudain, l'un des écrans de secours s'alluma, oscillant entre des images statiques et une image de drone tremblante. Le chancelier se pencha. L'une des capsules venait d'atterrir à quelques kilomètres de là. La vidéo montrait des silhouettes noires jaillissant des décombres. Des soldats sans armure identifiable. Leurs armes ne ressemblaient à rien de ce qui se faisait à l'époque. Ni plasma, ni rail. Quelque chose de plus ancien, brut, chimique et dévastateur. Les soldats se déplaçaient dans un silence coordonné, balayant les rues et vaporisant tout ce qui portait l'uniforme. Pas un seul ne parlait, pas un n'hésitait. Les civils n'étaient pas touchés. Seules les cibles militaires étaient indétruites. Ce n'est pas une frappe, dit Alec d'un ton sombre. C'est une extermination. Puis quelque chose d'encore plus terrifiant se produit. L'un des drones capte l'image d'un soldat terrien tirant un petit enfant des décombres d'un bâtiment effondré. Un enfant impérial. Le soldat s'agenouille, parle doucement, donne à boire à l'enfant, le protège des débris qui tombent. Talak fixe le flux. Pourquoi? Pourquoi ferait-il ça? La voix de Mérou se brise. Parce que nous ne le ferions pas. C'est alors qu'ils comprirent, les terriens n'étaient pas seulement là pour tuer. Ils étaient là pour rappeler à la galaxie ce qu'était devenu l'Empire. Aux abords de Corvallis Prime, tandis que la résistance s'effondrait et que le ciel nocturne pleuvait sous les nacelles, les habitants levèrent les yeux et virent l'impossible. 2 vaisseaux sans origine, sans archives, et un symbole brillant dans le ciel sombre, gravé en feu holographique au-dessus de la ville. Nous nous souvenons de la Terre. Les rues de Corvallis Prime n'étaient plus silencieuses. Elles grondaient du chaos de la guerre, le genre de guerre
que l'Empire n'avait pas connu depuis des siècles. Plus depuis la campagne de Djara, plus depuis la terre. Mais ce n'était pas une bataille entre des forces à armes égales. C'était tout autre chose. C'était une vengeance. Les forces terrestres terriennes se déplaçaient comme si elles s'étaient entraînées toute leur vie pour ce jour. Peut-être bien. Leurs armures étaient dépareillées, marquées, méconnaissables. Mais leur manque d'uniformité était compensé par leur détermination. Chaque pas était précis, chaque tir personnel, et ils n'attaquaient pas seulement des installations militaires. Ils ciblaient les systèmes, les réseaux électriques, les relais de communication, les tours de diffusion. Ils arrachaient les yeux et les oreilles de l'Empire. Le général Talek observait le carnage depuis le dernier flux tactique fonctionnel à l'intérieur du coffre. Ils ne sont pas là pour conquérir, ils sont là pour nous anéantir. Il avait raison. Partout dans la capitale, les soldats impériaux se replièrent, découvrant qu'ils n'avaient plus aucun endroit où se replier. Le soutien aérien avait été cloué au sol. Les drones refusaient de décoller. Les vaisseaux terriens brouillaient des protocoles que l'Empire n'avait pas utilisés depuis plus de 100 ans. Un code archaïque et brutal qui contournait les pare-feux sophistiqués de l'IA comme on découpe du tissu. L'Empire s'était adouci, s'était installé confortablement, avait perdu son arrogance, et maintenant, il était défait par ceux-là même qu'il considérait autrefois comme des sauvages. Sur la place du marché, une escouade de gardes impériaux s'était réfugiée derrière une fontaine pour tenter de contenir un groupe de Terrans avançant depuis l'Est. Leur chef, un jeune commandant nommé Rel, appela des renforts, mais aucun ne vint. Son système de communication était coupé. Son HUD affichait sans cesse une erreur. Les Terrans ne parlèrent pas. Ils n'aboyèrent pas d'ordre. Ils se contentèrent de se déplacer, se faufilant à travers les débris, ne tirant que lorsque c'était nécessaire, économisant leur énergie comme ils l'avaient fait 1000 fois auparavant. L'un d'eux, plus grand que les autres, fonça droit dans le feu ennemi, comme si de rien n'était. Et ce n'était pas grave. Rel le toucha en plein centre d'une explosion de plasma. Rien. La silhouette continua de marcher, leva un fusil qui semblait artisanal et tira une fois. Le second de Rel se laissa tomber instantanément. Un coup, pas de seconde chance. La panique s'installa. Ce n'étaient pas des soldats. C'était autre chose. Ce n'étaient pas des soldats. C'était autre chose. Et puis vint l'émission. Pas une transmission, pas un message. Un souvenir. Les vaisseaux terriens avaient piraté les réseaux de signaux planétaires de l'Empire et diffusaient des données historiques sur chaque écran, chaque implant, chaque tableau public. Des images de la Terre durant ces derniers jours. Des cieux en flammes. Des enfants hurlant sous des nuages noirs. Des vaisseaux de guerre de l'Empire, masquant le soleil, en lançant des bombes radioactives à travers les continents. Et puis, le dernier message du gouverneur planétaire de la Terre, avant que la transmission ne soit perdue. À tout terrien qui découvre cela, sachez qu'ils sont venus en paix, qu'ils ont menti, que nous avons plié le genou et qu'ils ont quand même brûlé notre planète. Si vous entendez cela, rappelez-leur. Les habitants de Corvallis ont observé la scène avec horreur. Certains ont craqué, d'autres ont crié, d'autres encore se sont retournés contre leur propre commandant. La vérité était une arme, et les terriens
la maniaient avec autant de précision que leurs fusils. De retour dans le coffre, Mérou s'effondra sur son siège, tremblante. Ils ne se battent pas seulement contre nous, ils détruisent notre histoire, tout ce que nous avons construit sur leurs cendres. Elle ne put terminer. Talik se tenait à la porte, arme au poing, les yeux rivés sur la dernière ligne de défense. Boum! Le couloir intérieur du coffre trembla, une explosion plus forte que jamais. Les lumières vacillèrent une dernière fois, puis s'éteignirent complètement. L'un des gardes murmura « C'est ici ». Puis la voix retentit. « Vous avez enterré la vérité, nous l'avons déterrée. Vous avez enterré la vérité, nous l'avons déterrée. » La porte du coffre se déroba. Encore et encore. Puis elle se détacha comme du papier entre les mains d'un enfant. De la fumée et des étincelles emplirent la pièce, et le terran entra. Haut de 3 mètres, l'armure noire était brûlée, une arme dans une main, une bannière dans l'autre. Il planta la bannière à l'entrée du coffre, un simple drapeau, déchiré mais reconnaissable entre mille. L'ancien insigne terrestre, bleu et blanc, oublié, effacé, brûlait désormais au cœur de l'Empire. Talak leva son arme. Le terran ne broncha pas. « J'étais là », grogna Talak. « J'étais sur le pont quand nous avons ordonné que votre ciel soit incendié. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Le terran s'avança. Moi aussi. Un coup de feu retentit. Talak s'effondra. Mérou hurla et recula, le visage ruisselant de larmes. « S'il vous plaît, je ne savais pas ce qu'il ferait à votre monde. J'étais jeune. » La terrienne se tourna vers elle, arme baissée. « Tu ne peux pas encore mourir. Tu peux regarder. » Dehors, le ciel au-dessus de Corvalie devint rouge, et la vieille voix résonna à nouveau dans tous les systèmes. La terre était oubliée, mais nous ne vous avons jamais oublié. Le ciel rouge s'étendait sur Corvalis Prime comme une plaie sanglante. Depuis l'orbite, les 2 vaisseaux terriens, le SV Vengeance et le Juggernaut sans nom, planaient dans un silence synchronisé. Ils n'émettaient plus. Ils n'en avaient plus besoin. Le message avait déjà été assimilé. Dans toutes les grandes villes de la planète, les transmissions continuaient de tourner en boucle. Les derniers instants de la Terre, des enfants mourant dans des tempêtes de radiation, des villes s'effondrant sous le feu orbital, et la voix calme du gouverneur terrien murmurant une promesse d'avenir. Mais maintenant, quelque chose de plus terrifiant que la violence commençait. La descente. Aux 4 coins de l'Empire, les citoyens se retournaient contre leurs dirigeants. Les informations avaient atteint les colonies extérieures, les anneaux de l'entremonde, et même les lointaines lunes d'Isari Prime, où les rumeurs anti-empire couvaient depuis des décennies. Ces murmures s'étaient transformés en rugissements. Des manifestations massives éclatèrent dans les systèmes alliés à l'Empire. Et à travers le réseau interstellaire, un hashtag revint à la vie. Une phrase vue pour la dernière fois pendant la guerre de Jara. La Terre était réelle. L'Empire avait enterré l'histoire de la Terre, l'avait réécrite, avait ordonné à la galaxie d'éliminer une espèce dangereuse pour la paix et avait prévenu que les terriens s'autodétruiraient. Désormais,
La vérité était gravée sur chaque écran, tournant en boucle, impossible à ignorer. Et à travers les étoiles, quelque chose se fractura. Des bataillons entiers firent défection. Des flottes entières éteignirent leurs transpondeurs et s'éteignirent, refusant d'être les prochaines à affronter ces vaisseaux terriens noirs. Certaines cellules rebelles tentèrent peinte même de contacter directement les terriens, les suppliant de les rejoindre, de s'excuser et de combattre l'Empire de l'intérieur. Mais les terriens ne répondirent pas. Ils n'étaient pas là pour former des alliances, mais pour brûler la pourriture. Dans la capitale en ruine de Corvallis Prime, la chancelière Meru fut escortée par une escorte terrienne dans les couloirs de son propre palais. Elle traversa les couloirs de son palais, escortée par une terrane. Deux d'entre eux la flanquaient, un homme et une femme, le visage caché. Mais leur silence était plus criant que tout. Ses mains étaient liées, son visage meurtri. Et partout où elle regardait, elle voyait les conséquences de son passé. Des traces de brûlures sur les murs, les cadavres des gardes qu'elle avait formés, ces statues de marbre brisées au sol. Le terrien prit enfin la parole lorsqu'ils entrèrent dans ce qui avait été la salle du trône. « Tu as vu la terre mourir depuis cette pièce, n'est-ce pas ?» Elle ne dit rien. Le terrien se retourna, l'attrapa par le col et la souleva comme si elle ne pesait rien. Son visage terrifié reflétait sa visière. Nous nous souvenons, chaque seconde, chaque cri. Vous avez compté nos morts dans vos rapports comme si c'étaient des données. Il la laissa tomber. Elle s'écrasa au sol, toussant, haletant. « Pourquoi ne pas me tuer ?» croissa-t-elle. « Vous avez déjà pris la planète. » La terrienne s'avança, calme, la voix neutre. « Vous ne comprenez pas. Nous ne sommes pas venus ici pour prendre votre planète. » Elle leva un petit appareil et appuya dessus. Une projection holographique s'anima au-dessus d'eux. Images des colonies extérieures, des mondes frontaliers, des systèmes oubliés que l'Empire avait drainés et abandonnés. Puis, entre elles, des images vacillantes, des soulèvements, des images en temps réel, des villes se livrant à des attaques contre leurs gouverneurs, des bâtiments impériaux incendiés, des soldats arrachant leurs uniformes, des bannières tombant. Les yeux de Maru s'écarquillèrent. « Qu'as-tu fait ?» La terrienne se pencha, la voix froide et posée. « Nous avons retourné ta vérité contre toi. Nous ne sommes pas venus pour conquérir. Nous sommes venus pour infecter. » Elle se tourna vers la projection et appuya sur un second bouton. L'écran montrait alors une horreur d'un tout autre genre. Elle se tourna vers la projection et appuya sur un second bouton. L'écran montrait maintenant une horreur d'un tout autre genre. Des colonies terriennes, des dizaines, des centaines, cachées, enterrées, fonctionnelles. Elles n'étaient pas éteintes, elles avaient prospéré. Elles avaient bâti des civilisations sur des astéroïdes. Elles avaient exploité l'énergie d'étoiles mortes. Elles avaient maîtrisé une technologie qui contournait les lois de la physique. Elles n'avaient pas seulement survécu, elles avaient évolué. « Vous pensiez nous avoir anéantis », dit le terrien, la voix chargée d'une rage à peine contenue. « Vous n'avez fait que nous pousser sous terre assez longtemps pour que nous devenions votre revanche. » Puis les portes de la salle du trône s'ouvrirent et la première vague de civils entra. Les principaux citoyens de Corvallis, journalistes, diplomates, réfugiés, tous escortés par des terriens, et non des prisonniers, mais des témoins.
Meru tenta de se lever. Que se passe-t-il? La terrienne ne la regarda pas. Votre empire s'arrête ici. Le trône, son trône, fut arraché de ses fondations et brisé devant tout le monde. Un nouveau siège fut installé à sa place, plus petit, plus simple, sans or ni joyaux, juste du métal, brûlé et tranchant. L'un des terriens s'assit, non pas comme dirigeant, mais comme un rappel. À travers la galaxie, les gens ont assisté non seulement à la chute d'une capitale, mais aussi à l'avènement d'un jugement dernier et surtout à un ultime message du SV Vengeance. Vous avez anéanti la Terre, mais la Terre n'a jamais été un lieu. La Terre était un peuple, et nous sommes partout désormais. La nouvelle de la chute de Corvallis Prime s'est répandue plus vite que la lumière. Non pas à cause des annonces officielles annonçant l'effondrement du réseau de l'Empire quelques heures auparavant, mais parce que les Terriens avaient veillé à ce que tout le monde le voie. Ils avaient détourné des relais pirates, réutilisé de vieilles balises rebelles et utilisé des impulsions à fréquence profonde pour envoyer des signaux compressés à travers des systèmes reliés par des trous de verre. À l'aube, si l'on pouvait appeler cela ainsi sur n'importe quelle planète-colonie faiblement éclairée, chaque station de la bordure extérieure, planète marginale et port commercial de l'espace lointain l'avait vu. Le trône de l'Empire se brisait. La chancelière de l'Ascendance était à genoux. Une voix terrienne déclarait « Nous sommes partout maintenant ». Peu importe votre espèce. Le message était le même. L'intouchable avait été touché. L'invincible avait saigné. Mais tout le monde ne s'inclina pas. Sur Vacaris IV, un monde forteresse et l'un des derniers bastions loyalistes du secteur intermédiaire, le grand Moff Kael regardait les images depuis son bunker de guerre. Grand, pâle, la moitié de son corps remplacé par des équipements cybernétiques issus d'une campagne oubliée depuis longtemps, Kyle ne broncha pas, il ne ragea pas. Il sourit. Enfin, murmura-t-il, un ennemi digne de ce nom revient. Derrière lui, ses généraux s'agitèrent, mal à l'aise. Monsieur, nous venons de perdre 3 flottes frontalières par défection, dit l'un d'eux. Même nos propres groupes d'IA hésitent à s'engager sur les fréquences terriennes. Certains les signalent comme déclencheurs de traumatismes culturels. Kyle se retourna. Alors, purgez les groupes d'IA, mais purgez-les. Le général déglutit et obéit. Kyle se tourna de nouveau vers l'écran, plissant les yeux à l'image du SV Vengeance, toujours en vol stationnaire au-dessus de Corvallis Prime. Il pense que tout cela se termine par un discours et une chaise brisée. Ce numéro est le début. Il tapota son poignet. Une console s'ouvrit, révélant une séquence de coffres-forts scellés depuis longtemps. Un protocole que même le Haut Conseil n'avait pas osé utiliser. Le protocole Lazarus Nint, une ancienne contingence, conçue non pas pour gagner, mais pour anéantir. Ils veulent nous montrer ce qu'ils sont devenus, se dit Kyle. Rappelons-leur ce que nous avons enfoui plus profondément que la Terre. Pendant ce temps, sur Corvallis Prime, les Terriens planifiaient déjà leur prochaine action. La salle du trône était devenue un centre de commandement, non plus symbole de domination, mais de reconquête. En son centre, les chefs survivants de la résurgence terrienne étaient réunis. Officiers, tacticiens, survivants de projets d'opérations secrètes longtemps considérés comme morts.
Ils parlèrent doucement, avec précision et sans égo. Nous avons reçu des signaux de 8 autres colonies demandant du soutien, rapporta l'un d'eux. Certaines démolissent déjà leur garnison sans combattre. Un autre ajouta. Vakaris 4 n'a pas encore bougé, mais Kael est vivant. Et si quelqu'un est capable de rallier ce qui reste des loyalistes, il tentera une résistance finale, déclara le stratège terrien en chef. Sans aucun doute, et il utilisera les recoins les plus sombres de l'Empire pour y parvenir. Le silence régna dans la pièce. Une silhouette s'appuya contre le mur, les bras croisés. Plus petite que les autres, vêtue d'un manteau gris poussiéreux avec un vieux patch terrien sur la manche. Elle parla doucement. Nous aurions dû tuer Kael il y a un siècle. Le stratège en chef se retourna. Tu le connaissais. J'ai servi à ses côtés, avant que la terre ne brûle, avant qu'il ne nous trahisse. Ils la regardaient tous maintenant. Elle abaissa sa capuche. Des cicatrices tracéna sa mâchoire. Son œil gauche brillait d'un bleu pâle. Un remplaçant cybernétique. Il faisait partie du projet Winterborn, comme moi. Sauf qu'il est devenu cupide, a changé de camp, les a aidés à nous achever. Elle désigna l'holocarte lumineuse, montrant maintenant Vakaris Quart. Elle désigna l'holocarte lumineuse, montrant maintenant Vakaris Quart. Je dirigerai l'attaque. Un autre terrien hésita. C'est un suicide. Elle ne s'y a pas. C'est la fermeture. Le stratège hocha la tête. Au-dessus d'eux, le SV Vengeance commença à alimenter son moteur principal. Pas pour la guerre, pour le voyage. Destination Vakaris 4. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, un événement étrange se produisit. Le second vaisseau terrien, celui sans nom, celui qui n'avait pas parlé, changea de position. Sa coque s'illumina d'une lueur rouge pour la première fois. Et une autre transmission en jaillit. Pas à destination de Corvalus, ni des Terriens, mais de Kael. Il savait. Au plus profond des chambres glacées de Vakaris 4, Kael reçut le message. Il l'ouvrit en toute discrétion. Pas de cryptage, pas de supercherie. Juste une voix simple, familière, humaine, froide. Voix simple, familière, humaine, froide. Nous nous souvenons de toi, Carl. Nous nous souvenons des enfants que tu as enfermés dans des cryotubes. Nous nous souvenons des armes que tu as testées sur ta propre espèce. Tu as survécu à la chute de la Terre, mais la Terre t'a survécu. Le message prit fin. Kyle resta immobile un instant. Puis il rit. Kyle resta immobile un instant. Puis il rit d'un rire robotique et creux. Il croit pouvoir me juger, dit-il à voix haute. Il ouvrit le coffre. À l'intérieur, des rangées de chambres de verre s'animèrent un temps sifflant, chacune contenant quelque chose de pire que la mort. Des soldats gémissent en silence. Des armes biologiques, des esprits artificiels créés aux dernières heures de la Terre pour combattre ce que l'Empire redoutait le plus. La rage humaine. Kyle murmura. Voyons s'ils se souviennent bien de l'enfer. L'espace au-dessus de Valkyrie 4 était étrangement calme. Pas de vaisseaux marchands, pas de patrouilles, pas de trafic civil, juste le silence oppressant d'une chose ancienne, sur le point de s'éveiller. Depuis son orbite, le SV Vengeance a dérivé vers une position basse, faisant de l'ombre à la chaîne de montagnes glacées
qui couronnait l'hémisphère nord de la planète. Ses armes étaient silencieuses, ses moteurs froids, mais sa présence, son poids, se ressentaient sur chaque ligne de communication, chaque implant neuronal capté par son signal. À l'intérieur du vaisseau, des agents terriens effectuaient les dernières vérifications. La plupart restaient muets. Que pouvaient-ils dire? Ce n'était pas seulement une mission, c'était la dernière page d'un cauchemar centenaire. Un chapitre scellé dans les cendres, enfin sur le point d'être clos. Dans la salle d'attaque, elle se tenait seule, la femme en gris, celle qui avait autrefois servi aux côtés de Kyle, qui avait vu la terre brûler et vécu assez longtemps pour voir l'Empire renaître de ses cendres, coiffé d'une couronne d'os. Son nom avait été effacé depuis longtemps, mais son appellation demeurait Wraith 9. Elle chargea son arme, un vieux fusil cinétique, poli mais usé par des années d'exil. Il n'y avait aucun système intelligent, pas de visée automatique, pas d'IA. Juste elle, ses mains et la promesse qu'elle avait faite lorsque le ciel était devenu rouge sur sa planète natale. Je serai la dernière chose qu'il verra. Les portes s'ouvrirent. Le stratège de commandement terrien hocha la tête. Le point de largage était prêt. Elle entra sans un mot. Quelques instants plus tard, sa capsule jaillit du ventre de la vengeance, telle une comète silencieuse. Sur Vacaris 4, Kael se tenait au cœur de sa forteresse, profondément sous la glace. Il n'était plus seulement cybernétique. Il était allé au-delà, doté de la technologie du vide, entouré de machines qui vibraient du code génétique volé aux soldats terriens morts. Autour de lui se tenait la garde Lazare, échec des anciens projets de résurrection terriens que l'Empire avait volés et dénaturés. Massif, à moitié vivant, hurlant et muet. Il sourit. « Ils l'enverront », murmura-t-il. Elle finit toujours ce que les autres commencent. Non. Son trône, si l'on peut dire, était ancré dans la croûte terrestre. Il contrôlait le réseau de défense, le réseau d'armes climatiques et même l'IA expérimentale, enfouie sous le sol gelé. Il s'était préparé à toutes les guerres, sauf celles qui se déroulaient à pied, sans rien emporter d'autre que le silence et un fusil. La capsule atterrit brutalement, brisant la glace et projetant de la vapeur dans l'air. Wraith 9 en émergea, arme au poing, capteur à l'affût. Le froid ne la toucha pas, le vent ne la distrayait pas. Elle traversa rapidement le périmètre extérieur, laissant le premier avant-poste en flammes derrière elle. La voix de Kyle la suivait dans chaque couloir. Il ne criait pas, il murmurait, comme un amant d'une autre vie. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris? L'efficacité, le silence, la pitié, c'est du gaspillage. » Elle continua d'avancer. « Tu as survécu à la Terre, Wraith, mais tu as tout perdu à cause de ton hésitation. » Une autre escouade de bêtes de Lazare fonça sur elle par un étroit conduit. Elle s'agenouilla et tira 2 fois. Des têtes explosèrent, des corps s'écrasèrent contre les murs. Elle ne broncha pas. Toujours sans hésitation, murmura Kyle. « Bien. » Le sanctuaire était plongé dans la pénombre. Kyle se tenait au centre, les bras écartés comme un prêtre attendant l'absolution. Des tubes vibraient d'ADN terrien volé, de vieux souvenirs conservés dans des cellules synthétiques. Un monument à son obsession. Wraith 9 entra, lentement, fusil baissé, mais prêt.
Il se retourna. « J'ai essayé de nous sauver, dit Kyle, mais ils ont choisi l'orgueil. Ils ont choisi la terre, j'ai choisi l'évolution. Tu as choisi le pouvoir, dit-elle doucement. Et puis tu as choisi de brûler le reste. » Il eut un sourire narquois. « Tu crois vraiment pouvoir me tuer? Regarde autour de toi. Je me suis intégré à l'architecture de cette lune. Je suis ce monde. Alors, je tuerai le monde. » Elle leva le fusil. Il bondit, plus vite qu'il n'aurait dû. Ses jambes modifiées le propulsant en avant, une lame sortant de son poignet. Mais elle ne le visait pas. Elle tira dans le tube derrière lui. Une explosion de plasma chimique jaillit, le baignant de feu et de lumière. Il hurla, mi-machine, mi-homme, et tout entier en feu. Elle chargea à travers la fumée, lui enfonça le fusil dans la poitrine et murmura « Pour la terre », puis appuya sur la détente. Dehors, le sol se fissura. La forteresse commença à s'effondrer dans l'abîme glacé, et au-dessus, le SV Vengeance capta un signal. Un mot. Terminé. Ils n'attendirent pas. Les moteurs orbitaux s'allumèrent. Le dreadnought terrien, dont le nom n'avait pas été révélé, descendit en silence, puis, sans bruit, avec une énergie brute, il mit son noyau à feu. La surface de Vakari implosa. Pas d'explosion, juste un silence soudain et absolu, comme si la planète entière avait disparu. Des semaines plus tard, dans une zone neutre proche de la périphérie galactique, un message retentit sur tous les canaux. L'Empire est tombé. Ses instruments d'oppression sont enterrés. Les enfants de la Terre ne sont pas des conquérants. Nous sommes témoins et nous n'avons pas oublié. Que ce soit la dernière fois que quelqu'un brûle un monde pour se sentir puissant. L'écran devint noir, et seul subsista un symbole, un cercle bleu et blanc. La vieille terre en souvenir.